Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Transmission de pensée consacré à la réappropriation du soin. Donc aujourd'hui, on va parler de l'importance de reprendre en main le soin pour pouvoir retrouver une certaine autonomie individuelle et collective sur ces questions-là. Donc on va parler de pouvoir, de dynamique de pouvoir, notamment celles qui concernent et qui traversent les pratiques de l'intuitif et du sensible. Dans les épisodes précédents, on a vu à quel point le soin était une question centrale dans nos sociétés et que du coup, à ce titre-là, il faisait l'objet de contrôle et d'enjeux de pouvoir. Alors je dirais que dans le soin, ce pouvoir se traduit sur deux niveaux. Un niveau plutôt institutionnel et un niveau plutôt interactionnel. Au niveau institutionnel, ça va plutôt chercher à définir quelles sont les formes de soins qui sont autorisées ou pas. Donc ça va passer par la législation sur un plan étatique, ça va passer sur la validation sur un plan scientifique ou sur des tendances sur un plan culturel par exemple. Au niveau interactionnel, ça va plutôt chercher à définir quelles sont les manières de faire le soin. Donc ça va plutôt être des enjeux de pouvoir au sein même de la relation d'aide entre la personne accompagnante et la personne accompagnée. Et donc, quand on a une institution ou une personne qui est en position de pouvoir, elle va pouvoir définir de manière unilatérale ce qui est OK ou pas OK en termes de soins. Il va y avoir une imposition d'une certaine vision, d'une certaine façon de faire le soin. Et donc, s'il y a d'autres approches de soins qui apparaissent, ça va donner lieu soit à de la censure, des condamnations, ce qui est le cas aujourd'hui pour certaines pratiques de l'intuitif et du sensible, mais ça va aussi donner lieu à une forme d'absorption où les pratiques, si elles veulent exister, vont devoir se conformer à la posture dominante. Ce qui est sûr, c'est que quand on a une concentration de pouvoir, ça mène à des abus, parce qu'on est là pour servir des intérêts qui nous sont propres. Ça mène aussi à un certain contrôle de façon de penser, de vision, qui va générer des normes, des idéologies, et toutes ces dynamiques vont nuire à la qualité du soin, parce qu'on va se placer dans des rapports d'autorité, alors que le soin, c'est censé être quelque chose basé sur des sensibilités, quelque chose qui s'opère vraiment d'humain à humain. Et donc tout ça, ça va à l'encontre de certains principes fondamentaux que sont par exemple la liberté, qui est le fait de pouvoir prendre une décision pour soi, ou encore de l'égalité, puisqu'on est dans des rapports qui sont hiérarchiques. Et donc si on veut sortir de ces schémas de domination, il va falloir aller questionner les notions, les enjeux de pouvoir. Parce qu'il n'y a pas de raison que le soin soit décidé par une minorité. Parce que, on l'a vu dans les épisodes précédents, le soin, ça appartient à tout le monde. C'est pas réservé aux seuls accrédités et professionnels. On est tous et toutes concernés par cette dimension sociale-là. Le problème, c'est que quand on est en situation de pouvoir, il est rare qu'on ait spontanément envie de rendre cette position de pouvoir. Or, pour pouvoir mettre en place une véritable transformation sociale qui soit vecteur d'émancipation et de solidarité dans le collectif, à un moment donné, il va falloir rééquilibrer la balance. D'où l'enjeu de la réappropriation du soin, c'est-à-dire de reprendre en main le soin pour pouvoir retrouver une autonomie individuelle et collective, c'est-à-dire d'aller renouer avec notre capacité d'agir, non seulement pour arriver à cultiver des conditions de vie qui soient propices à notre émancipation, mais aussi de pouvoir cultiver des structures qui vont nous permettre d'atteindre certaines conditions de vie. Et donc l'objectif derrière la réappropriation, c'est d'arriver à décider pour soi, mais en collaboration avec les autres, sans subir des contraintes qui sont imposées. Alors en termes de soins, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de spécialistes, de professionnels, il n'y a plus d'institutions ou il n'y a plus de médecine conventionnelle, pas du tout. L'idée, c'est de repenser les rapports de domination qui s'exercent entre ces différentes parties prenantes en termes de soins. D'ailleurs, les pratiques de l'intuitif et du sensible sont, elles aussi, traversées par des enjeux de pouvoir, et ce, de différentes manières. Il y a même une certaine ambiguïté, puisque d'un côté, elles subissent une forme de domination de la part de l'institutionnel, et de l'autre, elles sont en mesure, dans le cadre interactionnel, de reproduire certaines formes de pouvoir. Et ces contradictions-là, je les ai vraiment ressenties. À une époque, quand on me demandait quel était mon métier, j'éprouvais une certaine gêne à répondre que je travaillais dans l'intuitif. Et du coup, j'avais vraiment ce sentiment de devoir me justifier que, non, je n'étais pas perché. Donc ça, c'est une sorte de réponse
à la pression indirecte du système institutionnel. Et deuxièmement, que non, je ne suis pas une charlatan. Et ça, c'est en réponse à les abus de pouvoir qu'on trouve dans certaines formes de relations d'aide. Bref, tout ça pour dire que les enjeux de pouvoir sont vraiment très présents dans nos pratiques et que du coup, pour sortir de ça, c'est important d'en conscientiser les enjeux et les mécanismes. Donc, je vous propose de nous intéresser dans un premier temps à ces dynamiques de pouvoir que subissent les pratiques de l'intuitif et du sensible. À commencer par le scientisme. Et on l'a vu dans un précédent épisode, aujourd'hui, il y a une survalorisation de la science comme étant le seul accès à la vérité. Le problème, c'est que la science, c'est une vision du monde et que du coup, ne prôner que celle-ci, c'est se couper d'autres approches qui ont une autre vision du monde, en l'occurrence celle des pratiques de l'intuitif et du sensible, qui sont des approches qui effectivement n'ont pas été vérifiées par la science, ou en tout cas partiellement, mais en tout cas des approches qui défendent des dimensions sensibles, spirituelles et holistiques. Et le fait de se couper de ces approches-là, ça limite la liberté de choix de tout un chacun sur la manière dont on a envie d'être accompagné. Alors, petit aparté, je dis la science, mais pour être peut-être un peu plus juste, ce n'est pas toute la science qui condamne nos pratiques. Il y a plein de scientifiques qui sont ouvertes à nos pratiques, qui les étudient, qui reconnaissent leurs vertus. Il y a aussi plein de professionnels qui sont dans le milieu de la médecine conventionnelle, qui s'intéressent à nos pratiques, pour certaines qui les pratiquent d'ailleurs en complément de leur approche conventionnelle. Donc il y a quand même une ouverture de ces milieux-là vers ce qu'on fait, mais à mon sens, c'est loin de faire le consensus et la majorité sont quand même plutôt dans une forme de condamnation de tout ce qui n'est pas reconnu et approuvé par la science. Dans la même veine, il y a aussi un pouvoir qui s'exerce sur le plan étatique, avec notamment des régulations et des contrôles. Ça passe par exemple par la reconnaissance de certains diplômes uniquement, par le remboursement de certaines approches uniquement, ou encore la criminalisation de tout un tas de pratiques. Et ça, encore une fois, ça contrevient à la liberté de choix thérapeutique. Alors, c'est important, bien évidemment, qu'on ait des règles de fonctionnement collectif. Le problème, c'est que ces règles, elles n'ont pas été décidées collectivement, elles ont été décidées par une minorité qui est au sommet et qui parfois est aussi bien loin de ce qui se passe sur le terrain. Je reviens aussi sur la notion de criminalisation qui a été mise en place pour lutter contre les dérives sectaires, et je pense que c'est effectivement nécessaire qu'on ait collectivement des mesures qui existent tout simplement pour éviter les dangers de certaines pratiques, mais comme je l'ai expliqué précédemment, il faut différencier les outils des personnes qui les manipulent, et qu'à force de tout mettre dans le même panier, ça tue le discernement. Le jour où il y a vraiment quelque chose de grave qui se passe, il y a un risque de passer à travers. Ça me fait penser aux magnétiseurs et à ce qui s'est passé à la fin du 19e, début du 20e en France. Il y a eu une loi qui a été mise en place pour lutter contre l'exercice illégal de la médecine. Ça n'a pas du tout empêché les gens de pratiquer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on était à une époque où il y avait la médecine moderne qui était en train de se structurer et de se réglementer. Et en 1892, il y a une loi qui est sortie qui a dit que seuls les praticiens diplômés pouvaient exercer la médecine. Donc seuls les médecins qualifiés étaient habilités à poser un diagnostic et à prescrire un traitement contre les maladies. Et donc, il y a eu tout un tas de guérisseurs, de rebouteux, de magnétiseurs qui ont été poursuivis, qui sont allés en procès, qui ont été condamnés, et ce, jusque dans les années encore 50, 60. Et malgré ces condamnations, ces pratiques-là non conventionnelles ont quand même perduré, parce qu'il y avait déjà une patientèle qui était, on va dire, conquise, et que même si l'État s'est opposé à leurs pratiques, en fait, les gens qui consultaient ce type de praticiens, eux, ils étaient déjà convaincus par les bienfaits. Et ce qui est intéressant, c'est que même si au niveau national, l'État était contre ces pratiques, il y avait plein de villages où les praticiens avaient le soutien des autorités locales, où il y avait le maire qui était très content que les rebouteux fassent venir plein de gens des quatre coins du pays pour aussi faire vivre le village. Il y a des villages dans lesquels il y a des statues
qui ont été érigés avec le buste de certains rebouteux. Et ça pose aussi la question du rapport ville-campagne, parce que quand on est au fin fond de la campagne, on n'a pas accès aux hôpitaux de la même manière. Donc à un moment donné, quand on va mal, il faut bien trouver une solution. Et si la solution, c'est d'aller voir le rebouteux du village, eh ben, pourquoi pas. En tout cas, aujourd'hui, la condamnation pour exercice illégal de la médecine, elle est toujours en vigueur et c'est toujours un délit qui est puni par la loi. Le problème, c'est que quand il y a une action coercitive avec une loi, ça a aussi ses limites. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec les rebouteux, c'est que au fil des années, ils ont adapté leurs pratiques pour passer entre les mailles du filet. C'est-à-dire qu'ils ont aussi pratiqué en clandestinité, ou alors ils ont adapté leur langage pour parler de ce qu'ils faisaient sans tomber sous le coup des condamnations. Et donc les lois, hein, s'il y en a qui trouvent un certain intérêt, force est de constater que dans la pratique, quelqu'un qui veut vraiment nuire à autrui, c'est pas une loi qui va l'empêcher d'exercer. Et ensuite, dernière dynamique de pouvoir à l'œuvre sur les pratiques de l'intuitif et du sensible, c'est celle du libéralisme. Aujourd'hui, on est dans un monde capitaliste qui prône l'accumulation des richesses, et donc tout ça, ça engendre une logique de profit. Donc c'est-à-dire que là où il y a de l'argent à se faire, le libéralisme va y aller allègrement. Donc le libéralisme, lui, il se fout en fait de savoir si c'est scientifique ou pas scientifique. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que c'est rentable. Le problème, c'est que la rentabilité, ça va à l'encontre des vertus prônées par le soin qui sont fondées sur l'empathie et la sensibilité. Alors oui, il y a des gens qui sentent bien le filon là, qui a beaucoup d'engouement autour de ces approches, qui a de la demande, et du coup, ben ils vont pratiquer des tarifs absolument exorbitants, hein, quitte à se faire de la thune, autant y aller à fond. Le problème, c'est que on va tirer des généralités sur l'ensemble de notre profession à partir de ces exemples-là. Ce qu'on oublie, c'est que ces exemples-là, ils viennent majoritairement de la surmédiatisation. Donc, ce sont principalement des influenceurs et des influenceuses, des gens qui ont pignon sur rue et qui effectivement vendent des accompagnements qui sont ultra chers. Sauf que pour côtoyer quand même pas mal de personnes qui sont dans l'accompagnement, dans les pratiques de l'intuitif et du sensible, je peux vous dire que c'est vraiment pas la réalité. Déjà, il y en a plein qui ont des doubles emplois, c'est-à-dire ils ont leur activité d'accompagnement et à côté, ils ont un travail lambda dans d'autres domaines. Il y en a plein aussi qui ont des aides sociales qui sont, par exemple, qui sont complétées par le chômage. Enfin, en tout cas, c'est des personnes. En tout cas, moi, je pense toutes celles que je connais, c'est-à-dire des vrais gens hein, qui sont dans des cabinets, par exemple. Ce sont des personnes qui juste essaient de vivre de ce qu'elles peuvent proposer en termes d'accompagnement par l'intuitif et le sensible. Et je vois pas en quoi est-ce que ça c'est un problème. À ce que je sache, les médecins ils travaillent pas gratuitement. Et puis il y a aussi tout le business autour de nos approches, où il y a des entreprises qui ont très bien compris les difficultés auxquelles on faisait face en tant que praticien, praticienne de l'intuitif et du sensible, et qui du coup vont chercher à nous vendre des services à des prix exorbitants pour des produits, j'ai envie de dire, foutage de gueule. Je vous donne un exemple. J'ai été contactée par 2 fois, par 2 titres de la presse dite féminine. Donc ils te contactent, ils te disent oh là là, j'ai vu votre site, j'adore, c'est super intéressant. Puis les thérapies alternatives, c'est super important pour les femmes aujourd'hui. Du coup, nous ce qu'on vous propose, c'est on aimerait bien faire un article sur vous. Donc on fait l'article, on fait les photos et puis on vous met 1 mois en première page sur notre site internet. Alors vu comme ça a l'air absolument génial. Et sauf qu'en fait, ils demandent pour ce faire la modique somme de 1 500 €. Et je parle pas d'une petite PME qui a trouvé le filon, je parle de gros titres de la presse nationale. Et ça m'est arrivé par 2 fois sur 2 magazines différents. Donc, il y a vraiment des grosses problématiques ici. On a toujours l'œil rivé sur nous, praticiens, praticiennes. En fait, moi, je cherche juste à gagner ma vie, si possible en faisant quelque chose que j'aime, en étant au service des gens que j'accompagne. Donc, on est souvent là à taper sur les petits praticiens, praticiennes que nous sommes et qui essayons tant bien que mal de gagner notre vie en accompagnant des gens, en les aidant, en donnant du sens en fait à ce qu'on fait, que on oublie que derrière il y a aussi des gros vautours
qui eux sont pas à plaindre et qui sont vraiment là pour s'en mettre plein les poches et franchement à d'autres niveaux que ce que nous on nous reproche. En tout cas, moi je veux pas laisser le soin à ces logiques marchandes là. On a déjà vu les ravages que ça avait fait dans la santé publique, qu'à voir l'état des hôpitaux. Pour comprendre en fait ce que des politiques libérales font depuis des décennies aux soins. Donc le libéralisme a déjà mis la main sur les pratiques de l'intuitif et du sensible. Ils sont en train aussi de dicter la direction à prendre. Et le problème, c'est que ça nous décrédibilise totalement et que ça détruit notre profession. Alors oui, il y a plein de questions en suspens. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à gagner notre vie sans profiter des failles du système? Comment est-ce qu'on arrive à porter des croyances qui aujourd'hui ne sont pas tout à fait reconnues? Comment est-ce qu'on peut exercer sans se mettre dans l'illégalité? Tout ça, ce sont des enjeux de la réappropriation du soin par nous, praticiens, praticiennes de l'intuitif et du sensible. Moi, je refuse de me laisser dicter des manières de faire par des pouvoirs centralisés. À mon sens, on peut être dans une démarche de réflexion pour trouver des solutions collectives qui puissent garantir la liberté et l'égalité en termes de choix thérapeutiques. Donc par rapport à la science, ça demande de promouvoir la nécessité de nos approches, de remettre l'accent sur la complémentarité de ce qu'on propose, parce que on incarne réellement des dimensions du sensible et de l'émotionnel qui sont nécessaires pour pouvoir traiter l'ensemble des problématiques propres à l'être humain. Par rapport à l'État, les lois, l'idée c'est plutôt de s'interroger sur comment est-ce qu'on arrive à pratiquer dans un cadre qui soit éthique et responsable sans danger pour autrui. Et enfin, par rapport au libéralisme, il s'agit de s'opposer à l'instrumentalisation et à l'accumulation illimitée à des fins personnelles. Et ça passe nécessairement par des prises de position individuelles, y compris à l'intérieur de nos pratiques et sur la manière d'exercer. Donc oui, il y a des méfiances extérieures à nos pratiques qui sont disproportionnées, mais en vrai, elles sont aussi légitimes. Quand on est face à des gens qui sont démunis par rapport à la situation qu'ils traversent, ben en vrai c'est assez facile de pouvoir abuser de notre posture d'autorité. Le pouvoir, c'est quelque chose qui imprègne, qui gangrène notre société, et donc même si on a des approches qui sont différentes, en vrai elles fonctionnent aussi sur le même modèle avec les mêmes biais, y compris des biais de pouvoir au sein même de la relation d'aide. Donc on est dans un système aujourd'hui où quand on a besoin d'aide sur une certaine thématique, on va consulter des experts. Donc on s'assied, il y a l'expert qui parle, on écoute, il y a l'expert qui statue, puis du coup on exécute. Et donc ça, ce sont vraiment des dynamiques de pouvoir qui sont à l'œuvre dans n'importe quelle situation où il y a une personne accompagnante et une personne accompagnée, que ce soit dans le cadre des approches conventionnelles, mais aussi des pratiques de l'intuitif et du sensible. Moi, j'aime bien parler d'accompagnant et de consultant. Pour moi, l'accompagnant, c'est une personne qui chemine avec. C'est une personne qui va se placer à la même hauteur que la personne qu'elle accompagne. Pour moi, c'est quelque chose qui est actif et qui du coup vient appuyer sur la notion de responsabilité que la personne accompagnante a envers la personne qui est accompagnée. C'est aussi une terminologie que je préfère au mot thérapeute parce que tout n'est pas pathologie et que aussi dans thérapie, il y a un peu, je trouve, le côté de guérison implicite. Or, je pense que ça s'applique vraiment pas à tous les cas. Que parfois on est peut-être juste là pour faire des liens, mettre en conscience certaines choses, et après la personne elle fait son chemin avec elle-même de guérison. Donc ça c'est pour le côté accompagnant, et le côté consultant, pour moi c'est intéressant ce terme-là pour désigner la personne qui est accompagnée, parce que quelqu'un qui consulte, c'est quelqu'un qui vient prendre un avis. Et du coup pour moi ça met ça en avant, le côté de libre arbitre. La personne qui vient, elle n'est pas là juste pour écouter et exécuter, elle est là aussi pour prendre conseil et décider un peu en son âme et conscience de ce qu'elle juge bon pour elle, alors bien sûr sous la guidance du professionnel qui l'accompagne. Et c'est aussi de dire que la personne, elle est experte dans ses ressentis et ses besoins. Le professionnel en face est expert de son domaine, de son outil, mais la personne qui vient consulter, elle sait au fond d'elle comment est-ce qu'elle se sent à l'idée d'évoquer telle ou telle solution. Consultant, c'est aussi un mot que je préfère par rapport au mot patient, parce que pour moi, patient, il y a le côté de patience, d'être passif, de l'attente.
et du coup, je trouve pas ça très émancipateur en fait comme approche. En tout cas, pour moi, accompagnant, consultant, c'est vraiment un binôme qui va fonctionner sur une dynamique de communication au sein de laquelle les deux parties ont leur propre domaine d'expertise. Alors bien sûr, quand on est côté accompagnant, ça demande quand même de se forcer à sortir de ce rôle de sachant, d'expert, de dominant, qui est quand même majoritaire. Hein. Après, c'est un mécanisme, je pense, qui est un peu inévitable parce que quand on est dans une société de pouvoir, c'est ce modèle-là auquel on a été confronté. Donc forcément, ça demande un certain effort d'aller chercher l'autre, de lui offrir aussi l'espace pour que l'autre puisse parler, s'exprimer. Et ça demande qu'on l'aide aussi à se positionner. Alors c'est une vraie démarche volontaire d'apprentissage. C'est tout un travail autour de l'accompagnement qui se fait dans chaque séance auprès de chaque personne qu'on accompagne. Surtout que ces personnes-là, elles viennent aussi souvent avec une posture où elles attendent qu'on leur délivre quelque chose. Et du coup, arriver à rééquilibrer la relation, c'est vraiment tout un travail qui se construit avec la personne en face. Et ça, c'est vraiment un travail qui est nécessaire pour aussi limiter les risques d'emprise et de dépendance. Alors, je fais quand même une différence entre les deux. Pour moi, l'emprise, c'est une démarche qui est mal intentionnée, c'est-à-dire qu'on va chercher volontairement à avoir un ascendant sur l'autre à des fins personnelles, alors que la dépendance, c'est plutôt une dynamique interne entre deux personnes et qui se fait aussi sur des mécanismes assez inconscients. Prends par exemple une personne qui va aller consulter une voyante et qui du coup, dès qu'il va y avoir la moindre contrariété dans sa vie, va aller saisir la voyante plutôt que d'aller chercher peut-être des façons de procéder par elle-même. Et du coup, c'est parce qu'on va aider les personnes qui nous consultent à fixer des limites, à dire non par rapport à ce qu'on leur propose, qu'ils auront aussi plus de billes face à des personnes qui sont mal intentionnées. Parce que quand on prive quelqu'un de son pouvoir, c'est la porte ouverte à des abus et des manipulations en tout genre. Et encore une fois, face à des gens en détresse, c'est vraiment très facile de programmer des séances à la chaîne et de prendre un petit billet au passage. Il y a plein de consultants, consultantes qui cherchent la réponse, le remède miracle. Et dans ces conditions, c'est pas toujours évident de poser des limites claires. Parce que faire la différence entre la dépendance et la nécessité, ça demande quand même une certaine vigilance. Et pour ça, le garde-fou, c'est vraiment d'avoir une posture assez éthique dans laquelle on se refuse de prendre le pouvoir sur l'autre. D'ailleurs, l'éthique, c'est la base de toute relation d'accompagnement qui permet de garantir une relation de confiance, non seulement par rapport à la personne accompagnée, mais aussi au regard de la collectivité. Mais ça, on verra ces aspects-là dans un prochain épisode. En tout cas, concernant les dynamiques de pouvoir, il y a un double enjeu pour les pratiques de l'intuitif et du sensible. Le premier, c'est de faire valoir nos approches aux côtés des approches conventionnelles pour permettre la liberté de choix aux consultants-consultantes sur la manière dont ils et elles ont envie de se faire accompagner. Et le deuxième enjeu qui se fait dans la relation d'aide, c'est d'arriver à cultiver des rapports qui soient horizontaux de personnes expertes à personnes expertes. Et donc, pour arriver à tout ça, la réappropriation, c'est absolument capital. Questionner les rapports de pouvoir, ça aide à identifier quand c'est qu'on outrepasse certaines limites, ce que je m'impose ou ce qu'on m'impose. Et je voudrais prendre l'exemple des féministes. Dans les années 70, à l'époque, il y avait quand même un pouvoir médical assez patriarcal. Et les féministes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont formées à des pratiques médicales. Elles ont fait énormément de sensibilisation auprès des femmes dans l'idée d'arriver à ce que on comprenne comment est-ce que le corps féminin fonctionne en dehors des sphères médicales. Et donc, elles ont développé leur propre stratégie à des fins d'émancipation. Et donc, le fait que ces personnes-là, elles reprennent en main le savoir sur le fonctionnement de leur corps, ça n'a pas pour autant causé la disparition des gynécologues, par exemple. Non, ce que ça a généré, c'est plutôt des prises de conscience et l'évolution des mentalités et des pratiques. Donc, ça a juste permis, en fait, de remettre les pendules à l'heure. Et pour les approches de l'intuitif et du sensible, c'est exactement la même chose. L'idée, c'est d'arriver à sortir des schémas dominants où aujourd'hui, le soin est principalement le fait d'institutions et d'experts précisément nommés pour arriver à aller vers un soin qui soit beaucoup plus inclusif. Et pour ça, les personnes qui reçoivent le soin ont besoin de prendre plus de place, notamment pour pouvoir choisir la manière
manière dont elles ont envie d'être prises en charge. Donc ça va pas se faire tout seul, il va falloir prendre ce rôle-là, rééquilibrer les enjeux de pouvoir et se défaire des processus qui entravent ces dynamiques. Donc forcément, on va avoir besoin d'un soin qui soit plus inclusif, plus autonome, probablement aussi plus communautaire, mais ce sont les conditions nécessaires à l'émancipation individuelle et collective. Ce qu'on verra d'ailleurs dans les 2 prochains épisodes. Voilà, on arrive au bout du sujet du jour qui est la réappropriation. Comme vous l'avez vu, c'est un enjeu majeur aujourd'hui que d'arriver à reprendre le pouvoir sur les questions du soin, parce que ça permet en fait à tout le monde de s'y retrouver, côté accompagnant comme côté consultant. Et je pense que c'est à chacun, chacune d'arriver à regarder ce qu'on peut faire sur le plan individuel et collectif pour arriver à faire bouger les choses. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux, je vous mets les infos dans la description. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous parce que c'est vous qui le décidez.